Vous allez écouter dans un instant Camille Froidevaux-Métry, philosophe et professeure de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et autrice d'essais dans lesquels elle élabore une théorie féministe qui place le corps au centre de la réflexion, comme dans le très remarqué Un corps à soi en 2021. Elle présentait à la librairie Ombre Blanche, jeudi 16 février 2023, son premier roman intitulé Pleine et douce, publié chez Sabine Vespizer, éditeur. Bonjour, merci d'être venus si nombreuses et si nombreux aujourd'hui pour accueillir Camille Froidevaux-Métry. Ok. Ok. Merci pour le rappel. Tu es du coup une philosophe féministe et professeure de sciences politiques à l'université de Reims. Le corps est au cœur de nombreux de tes essais, de ton travail, avec Saint, Un corps à soi, et plus récemment dans la revue éditée donc par la librairie Au comptoir des mots, une revue à soi, Nos corps. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de ton premier roman chez Sabine Vespizer, qui s'appelle donc Pleine et douce. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais je suis ravie, merci à vous. Merci. La première question que j'aimerais te poser, qui me semble naturelle, c'est pourquoi avoir choisi la littérature pour t'exprimer cette fois. On sent bien les engagements toujours féministes tout au long du roman. Pourquoi cette nouvelle forme d'expression ? En fait, c'est un livre, Pleine et douce, qui est né quand je réfléchissais à mon dernier essai, Un corps à soi. Et dans une première version de ce projet, très vite, j'ai eu envie de fiction. Dans Un corps à soi, je déploie ce que j'appelle mon féminisme phénoménologique ou féminisme incarné, et je déroule le fil de la vie des femmes, du bébé-fille jusqu'au grand âge, en m'arrêtant à toute une série d'étapes que j'appelle des nœuds phénoménologiques, qui sont ces moments où, dans la vie des femmes, un bouleversement corporel produit chez elles, évidemment, un ébranlement intime, mais aussi un changement dans les représentations sociales, et souvent aussi des attentes en termes de droits et en termes de droits politiques. C'est pour ça que je parle de nœuds, parce que c'est quand des sujets corporels viennent rassembler l'intime, le social et le politique. Et donc, dans l'essai, il y a l'ordre chronologique de la vie des femmes, et puis donc il y a aussi une dimension thématique de toutes les questions corporelles que j'explore. Et j'avais envie, mais dès le début, j'ai eu, je sais pas, voilà, ça s'est imposé à moi. J'avais envie d'ouvrir chacun des chapitres par un texte fictionnel qui porterait le prénom d'une fille ou d'une femme, et qui allait faire un petit récit comme pour introduire le chapitre et l'illustrer peut-être de façon littéraire avant que je déploie ma pensée. Et puis j'ai rencontré 2 éditeurs, et j'ai bien vu à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui passait pas bien. Et ils fronçaient les sourcils, ou alors on parlait de témoignages. Mais sinon, pas des témoignages, de la fiction. Bon, et je me suis dit qu'il y avait sans doute dans cette dimension hybride du projet quelque chose qui marchait pas bien. Et puis surtout, grâce à un ami écrivain avec qui j'en discutais, j'ai compris que j'avais une envie de fiction, et que j'étais peut-être pas obligée d'aller la planquer dans mes essais, et que je pouvais peut-être assumer, parce que voilà, c'est quand même un bond, une transformation aussi de la démarche. Alors j'ai sorti mes filles et mes femmes du projet, et je leur ai ouvert un espace à elles, un espace littéraire, et donc j'ai longtemps travaillé à les relier, parce que dans l'essai, voilà, elles se succédaient, mais elles n'avaient pas forcément de lien entre elles. Et peu à peu, j'ai construit cette constellation féminine. J'ai commencé à écrire le roman, puis le projet de l'essai a démarré, le seuil a accepté. Et donc, il a fallu que je m'y mette aussi. Et je me disais, c'est super, je vais écrire les deux en même temps, parce que comme ça sera les deux versants d'un même projet. En fait, ça n'a pas du tout marché. Dès que j'ai commencé à écrire l'essai, sans doute parce que ça ne doit pas activer les mêmes zones dans le cerveau, mais vraiment, j'arrivais plus du tout à écrire d'une façon littéraire. Alors, j'ai laissé complètement de côté le roman. Et d'ailleurs, c'était plutôt une bonne chose, parce qu'il s'est passé pas mal de petits déclics pendant cette période. Et quand l'essai a été terminé, j'ai repris le roman, et là, il s'est passé justement quelque chose d'assez réjouissant, parce que autant, quand j'écris un essai, voilà, là où j'en suis dans mon parcours, je suis relativement confiante, voilà,
voilà, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à dire à peu près. Je sais aussi que l'écriture est créatrice, ça c'est quelque chose que je dis souvent, et notamment à mes étudiants, c'est-à-dire que tant qu'on n'écrit pas, on n'a pas d'idée en réalité, et il ne faut pas attendre d'en avoir pour dire tiens, je vais exprimer ces idées que j'ai eues. Non, en fait, c'est vraiment l'écriture est créatrice. Donc dans mes essais, je pratique ça, mais ce que j'ai découvert avec l'écriture littéraire au moment où j'ai repris le roman, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui venait tout d'un coup, comment dire, m'ouvrir un espace et me libérer de quelque chose. Parce qu'évidemment, mon angoisse, et d'ailleurs elle était avérée puisque les 2-3 personnes qui m'accompagnaient au début du projet, qui me lisaient, qui me faisaient des retours, me l'avaient dit. Elles m'encourageaient, mais elles me disaient aussi, bon voilà, c'est un petit peu tenu ton truc, t'es encore un peu... On sent bien que tu as envie de dire quelque chose. Bon. Et ça me dérangeait parce que je voulais pas faire une sorte de roman pseudo-essai où bon. Et là, quand j'ai repris l'écriture, je sais pas ce qui s'était passé entre-temps. Peut-être que le fait d'avoir écrit l'essai, ça m'avait définitivement comblé, si je puis dire, sur ce registre-là, de l'argumentation, de la démonstration, de l'analyse. Et il y a un truc qui s'est libéré, que j'ai senti vraiment s'ouvrir. Et j'ai senti aussi que c'est quelque chose qui m'entraînait. C'est-à-dire que j'avais évidemment construit, réfléchi le roman, mais il y a eu un moment où il a commencé à exister... ou plus exactement, il était devant moi et plus derrière. C'est-à-dire que je le poussais plus, c'est lui qui me tirait. Et c'est mes personnages qui me tiraient, justement, et qui m'ont permis de découvrir ce que j'avais pas éprouvé jusque-là, c'est-à-dire vraiment une forme d'exultation de l'écriture littéraire, de la joie de se laisser entraîner justement là où on s'attendait pas où aller, etc. Et je me souviens très bien, très précisément, parce que je l'ai même ressenti physiquement. Je jubilais. Il y avait un truc. J'ai encore des frissons quand j'en parle, quoi. C'était vraiment super, super joyeux. Et voilà. Et après, je suis allée au bout. Et c'est comme ça. C'est sûr que je pense que comme tu viens de le dire, en fait, tu as l'habitude en fait d'une écriture, d'une espèce de rigueur en fait académique, d'un ton impersonnel. Sauf que là, tu as pris soin de personnages. Peut-être alors, pas si impersonnel que ça. Non, comme tu le sais, je pense, parce que tu m'as lu. Dans mes essais, j'écris déjà à la première personne, et même je dis que j'écris en première personne, parce que, alors c'est une démarche à la fois phénoménologique et féministe. Je suis assez convaincue quand on réfléchit ces sujets, notamment ces thématiques relatives au corps des femmes, on ne peut pas le faire comme si on s'exprimait d'une espèce de ciel idéal de la pensée en surplomb. Non. D'ailleurs, c'est le postulat de la phénoménologie. Le sujet pensant est incarné, il est situé dans une société donnée, à un moment de l'histoire, et puis il est incarné, et la pensée elle-même est incarnée. C'est-à-dire que y a comment dire, on n'écrit pas comme de façon désincarnée ou totalement abstraite, et y compris de la philosophie, et encore moins de la philosophie féministe. Et donc, dans mes essais, j'écris je, et puis je livre aussi des petits fragments de récits autobiographiques, d'expériences corporelles vécues, que je croise avec des récits d'autres femmes que je rencontre, parce que je fais aussi des entretiens pour mes essais. Et donc, c'est pas si impersonnel que ça, c'est même, j'allais dire, presque plus personnel encore. Enfin, je m'aperçois aujourd'hui que si on me demande où je suis dans mes livres, je suis bien davantage, enfin je veux dire personnellement, intimement, je suis bien davantage dans mes essais, notamment dans Un corps à soi, que dans le roman. En fait, dans le roman, je suis même un peu partout, mais il n'y a que moi qui sais où je suis. Et dans ce roman choral, en fait, donc on a 12 portraits de femmes ou de filles, d'enfants. Et tu incarnes en fait tour à tour un bébé, une adolescente, une quinquagénaire, tout en prise en fait avec des questionnements liés au corps qui vont de la puberté à la ménopause en passant par le désir d'enfant ou au contraire en fait ce non-désir d'enfant. Et du coup, d'où vient ce jeu, cette narration vraiment à la première personne sur des choses que j'imagine que tu as dû entendre dans les témoignages, mais pourquoi cette envie du coup finalement de revenir au jeu c'était comme une sorte de gageur littéraire, et c'est ça qui m'amusait beaucoup. C'est-à-dire, au tout début du projet, j'ai tout de suite, comment dire, je l'ai posé comme une sorte de contrainte de départ. Toutes ces femmes allaient dire je, quel que soit leur âge, quel que soit leur profil, leur origine, etc. Et donc il allait falloir que je me coule un peu dans ces expériences-là, dans ces parcours-là qui étaient, certains sont
proches du mien, d'autres moins. Il y a effectivement aussi les femmes que j'ai rencontrées. Puis il y a aussi, ce que je disais tout à l'heure, ce moment un peu magique où ça s'appelle, je sais pas, un peu l'imagination, où les personnages se sont construits. Enfin, c'est eux qui m'ont un peu tiré par la main et m'ont aidé à les accompagner. Après, ce qui était important, et c'était là pour le coup quelque chose, c'était pas gagné d'avance du tout, et je suis même d'ailleurs, mais en tout cas, c'était important pour moi que chacune de ces femmes qui disaient je ait sa voix à elle, sa voix singulière. Et ça passait dans l'écriture par la nécessité de trouver quelques éléments stylistiques, une façon de les spécifier un petit peu chacune pour qu'elles aient en effet chacune leur voix. Alors, ça a été plus ou moins facile selon les profils, mais je me suis fait un peu aider par une scénariste de cinéma qui m'a donné quelques trucs, comme de leur associer des couleurs, de leur associer une émotion dominante, de leur associer ce qu'elle appelait un objectif, et puis de travailler à partir de comme ça de petites fiches quasi techniques sur chacune d'entre elles, et pour trouver quelle est la petite astuce, le petit truc stylistique qui allait permettre de les différencier un peu les unes des autres. Et par exemple, la quinquagénaire, Laurence, que tu cites, elle a été quittée par son mari pour une plus jeune, pour une plus féconde. Sa fille aînée est anorexique. La plus jeune vient d'avoir ses premières règles. Et elle vient, elle, de traverser la période de la périménopause. Et le chapitre commence par le jour où elle a rendez-vous chez sa gynéco pour se faire enlever son stérilet et refermer à jamais son utérus, et donc elle est en colère contre la vie, contre cette solitude qui s'ouvre devant elle, qu'elle n'avait pas choisie, etc. Et donc en travaillant sur la colère comme émotion dominante, ça donnait d'un point de vue littéraire, j'ai travaillé sur les notions de ressassement, de répétition, de rumination, parce que quand on est en colère, on a le motif de sa colère dans la tête en permanence, puis ça tourne, on est un peu comme ça dans cette logique-là, et donc ça m'a permis de lui donner une petite tonalité. Alors elle est en colère, je sais pas, j'y pense, alors voilà, je me censure pas, j'y vais. Ce matin, j'ai eu la chance d'être invitée dans l'émission Totémique de Rebecca Manzoni, et elle a lu un petit extrait du chapitre de Laurence, justement, où elle est dans la salle d'attente de sa gynécologue, et puis il y a un dermato qui vient de s'installer là, parce qu'il a bien flairé le filon, et il propose aux femmes des soins esthétiques. Et donc, elle a des brochures qu'elle lit en attendant son tour et qui la révulsent parce que c'est que des... Bon. Et donc, il y a un moment, elle fait une litanie, comme on peut être litanique quand on est en colère, de tous les verbes qui caractérisent ce qu'on peut faire avec son visage. Elle dit, je ne veux pas lisser, ni repulper, ni... Bref. Et Rebecca Manzoni a lu ce petit passage. C'était vraiment une prouesse parce que c'est vraiment, je sais pas combien de verbes d'affilée, oui, 10, 12, quoi. Je me rappelle de ce passage. Ouais. Et c'était super. Et ouais, j'ai vraiment... Voilà, c'est cet exemple-là, voilà, elle répète. Et puis, elle martèle, elle est en colère. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a les plus durs, c'était sans doute les plus jeunes, parce que c'est une langue spécifique. Par ailleurs, je voulais pas écrire comme parlent les ados, par exemple. Ça aurait été assez moche, déjà. Et puis c'était un peu trop artificiel aussi. Donc il fallait juste trouver, où placer un petit peu le curseur, que ce soit à la fois suffisamment fluide, et puis les petites expressions. Et pour ça, j'ai bénéficié des conseils d'une experte en la matière de ma fille, qui est ado elle-même, et à qui j'ai fait relire plusieurs fois, parce que comme j'ai porté le projet 5 ans, en 5 ans, le vocabulaire des ados, ça change tous les 6 mois, donc il faut, voilà. Et donc l'été dernier, juste avant que le texte parte à la fabrication, j'ai relu ce chapitre avec ma fille Rose, et on a changé le 3 mots qui étaient plutôt « ça se dit plus, maman », bon, ok. Et on a rajouté 1 ou 2 mots qui se disaient. Et la petite anecdote que j'aime raconter parce qu'elle est drôle, c'est que parmi les mots qu'elle m'a proposé d'ajouter, il y a l'espèce de petite, comment on dit, interjection qui dit miskine. Miskine, ça vient de l'arabe miskina, ça veut dire la pauvre, etc. Donc j'ajoute miskine et puis je le mets au début d'une phrase, donc avec une majuscule, etc. Et le super correcteur de Sabine Vespizer, parce que Sabine m'avait dit, on a un correcteur, il laisse rien passer, il connaît tout. En fait, il a pas calculé le mot en question, miskine, parce qu'il connaissait pas, il a cru que c'était un prénom. Et donc, voilà. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, non, il faut que alors, du coup, je l'ai rebasculé à la fin de la phrase précédente pour qu'il ait ce statut de, c'est pas un prénom, non, c'est une expression, voilà. Et donc, ça, c'était assez plaisant. Presque une exclamation, oui, en fait, miskine. Ouais. Et du coup, pour cette construction, parce que c'est vrai qu'on sent presque un côté journal intime, en fait, finalement, enfin...
dans l'expression, voilà, les femmes parlent exactement comme elles l'écriraient dans leur journal, ou des dialogues intérieurs, comme on le disait juste avant. Mais quelle a été en fait la cuisine en fait du roman? C'est-à-dire, est-ce que il y a eu un ordre dans les personnages? Est-ce que tu as commencé, je le dis bêtement, mais de la plus jeune à la plus âgée, ou est-ce que c'est vraiment venu de manière comme des flots en fait? Il y a eu plein d'options et de compositions différentes. Je n'ai cessé de changer l'ordre des chapitres. J'ai mis longtemps à trouver le bon ordre, à savoir commencer par la plus jeune, en effet, le bébé-fille. Parce que ce qui était... Quand on raconte une histoire, elle tient par des fils qui tissent les récits, et a fortiori quand c'est une histoire chorale, qui réunit donc 11 personnages, 11 filles et femmes. Et donc, selon les moments, il y avait des thématiques qui, pour moi, étaient les plus importantes à un moment donné de l'écriture. Et donc, j'avais tendance à mettre, du coup, en avant celle qui incarnait le mieux cette thématique-là. Ce qui fait... Et puis, un petit peu plus tard, c'était encore autre chose. Et puis, un petit peu plus tard, il y a quelque chose qui surgissait du récit que j'avais pas trop vu et qui devenait important. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans les derniers mois que j'ai trouvé l'ordre, c'est-à-dire de commencer par le bébé Ève, dont j'ai pu me réaliser après que c'était quelque chose qui marchait assez bien finalement, parce que il y a une petite surprise, m'a-t-on dit, à commencer de lire le roman et puis de s'apercevoir que c'est un bébé qui parle. Et voilà. Et puis après, je ne me souviens plus très bien, mais il y avait quelque chose qui s'est construit ensuite et qui s'est un petit peu imposé avec évidence. Parce que c'est vrai que le roman en fait tourne autour de ce bébé en fait, de cette Ève. Donc c'était pour ça que je me posais la question un petit peu dans quel sens tu avais pu articuler tout ça. Mais merci, c'est une très bonne réponse. Ma prochaine question, c'était de savoir, en fait, vu que tes éditeurs sont pluriels, tu as publié chez Anamosa pour Saint, Le Seuil, Gallimard, du coup, pourquoi avoir choisi pour ton premier roman, pour ta première littérature, Sabine Vespizer comme éditeur? On est éditrice même. Oui. Et on en est d'ailleurs très heureuse et heureux à la librairie Ombre Blanche, vu que... Alors, quand j'ai une version du manuscrit qui me plaisait suffisamment pour oser la faire lire, c'était donc il y a moins d'un an, c'était au mois de mai-juin dernier, j'ai réfléchi. Alors, il y avait mon éditrice d'essai au Seuil qui m'avait dit il faut que tu le proposes au Seuil, c'est évident, parce que, voilà, non, je dis bon, d'accord. Et puis, il y avait une jeune éditrice qui faisait partie des personnes qui m'ont un petit peu accompagnée, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur un essai à paraître. Voilà. Et il y avait elle, et puis il y avait Sabine, parce que là, pour le coup, les deux autres, c'était des choix, j'allais dire, un peu de raison. Le Seuil, il fallait que je le fasse. Voilà. Cette éditrice-là, c'était aussi parce que ça lui revenait de pouvoir lire le manuscrit fini, vu qu'elle en avait lu une précédente version. Mais Sabine, c'était mon choix de cœur, c'est-à-dire d'une maison qui me plaisait, dont j'aimais des autrices, qui était dirigée par une femme, qui était indépendante. Et puis l'histoire de ma vie avait fait que dans les mois qui avaient précédé... certains de ses livres, notamment je pense à celui de Marie Richeux, Sage-femme, m'avait beaucoup touchée. C'était un moment de ma vie, voilà, un peu de fragilité, et c'est un livre qui m'avait énormément, qui m'a accompagnée à un moment donné. Et en fait, je suis passée par Marie Richeux. Je lui ai écrit via les réseaux sociaux en lui disant: est-ce que vous pensez que peut-être vous accepteriez de me mettre en contact avec Sabine Vespizer? Et elle a bien sûr accepté. Plus exactement, elle a demandé à Sabine, qui a accepté de recevoir mon manuscrit. Et là, il s'est passé quelque chose qui n'existe, j'allais dire qui n'existe qu'au cinéma, non, qui arrive parfois dans la vraie vie, mais j'ai envoyé mon manuscrit, je me souviens très bien, un mercredi, et j'ai reçu un message de Sabine le dimanche, qui me proposait, de le publier. Alors, c'était un des plus beaux jours de ma vie, je dois dire, parce que vraiment... Et puis, du coup, les autres... tant pis pour eux. Et pour être tout à fait honnête avec vous et jusqu'au bout de l'histoire, alors évidemment, la plus jeune éditrice, j'ai vu qu'elle était un petit peu dépitée, mais en même temps, comme elle m'avait fait un retour un peu critique, et je m'étais dit, voilà, c'était en l'ordre des choses. En revanche, pour Le Seuil, j'ai jamais eu de retour. Et là, pour le coup, je le lis avec plus de... Voilà, tant pis, pour eux. Aucun retour au Seuil. Non. D'accord, c'est étonnant. Pour le coup, très étonnant.
Pour peut-être rentrer un petit peu plus au cœur du roman, mais sans en dire trop, parce que je pense que le meilleur conseil en fait qu'on peut vous donner, c'est vraiment de lire ce fabuleux livre. Hein, franchement, c'est le mot. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas en fait donc d'hommes hétéros dans ce livre. On voit Greg. On aperçoit donc le mari de Jean, donc le mari de Nicole, qu'on aperçoit en fait, qui n'a pas en fait de rôle effectivement. Et il y a celui quand même de Greg qui est l'ami gay en fait de Stéphanie, donc la mère de Ève, ce petit bébé, qui va faire un nouveau foyer finalement avec Stéphanie et Ève. Pourquoi cette absence? Alors, il n'y a pas d'homme qui parle. Oui. Peut-être que j'ai mal tourné ma question, c'était ce que j'entendais par là. Il n'y a pas d'homme qui parle, et ça, c'était un choix tout à fait assumé. Ben oui. Ce que j'ai observé qui m'intrigue, c'est qu'on me pose souvent la question: ah bon, mais pourquoi? Beaucoup de bienveillance de ma part. Oui, non. Et puis d'ailleurs, tu n'as pas dit il n'y a pas d'homme. C'était pas ta question, c'était pas de dire les hommes ne parlent pas. Ce qu'on me dit souvent, c'est les hommes ne parlent pas. Et à force de qu'on me pose la question, je me dis mais c'est si problématique que ça qu'on n'entende pas parler les hommes. Voilà, donc il y a pas d'homme qui parle. Et il en a jamais été question. Voilà. C'est comme ça, et c'était des voix de femmes, c'était important. En revanche, il y a des hommes. Alors, il y a un personnage d'homme tout à fait positif et plutôt belle image de ce que peuvent être les hommes aujourd'hui. Bon, il se trouve qu'il est gay, mais peu importe. Qui est Greg, donc, qui est le meilleur ami de Stéphanie, qu'elle a choisi pour être le père intime de sa fille. Et donc, elle a décidé de présenter ce père intime à sa famille, à ses amis, lors d'une fête qui a lieu à la fin du livre. Et c'est un peu le fil rouge aussi, parce que tout le monde parle plus ou moins de cette fête. Stéphanie, la maman de Ève, est cuisinière, enfin chef dans un restaurant. Alors, elle a imaginé un buffet intégralement blanc, et donc il y a toute une longue description. J'aime bien cuisiner moi aussi, donc je me suis bien amusée à chercher des recettes de choses toutes intégralement blanches. Voilà. Et puis, il y a une scène dans le chapitre sur Ève, elle passe un petit moment avec Greg, qui est ostéomasseur, et il y a une scène de massage. Voilà. Et là, ce dont je me rends compte depuis que j'en parle, et que j'avais pas du tout conceptualisé, décidé d'eux, etc., c'est que dans cette notion de père intime, et notamment dans cette scène du père avec son bébé-fille qu'il masse, ce qui me semble que ce que j'essaye de montrer, c'est que il est désormais possible que des hommes aient des relations, que des pères aient des relations avec leurs filles, qui soient des relations intimes, qui soient des relations de proximité, d'échange, d'intimité. Or, c'est une chose que l'histoire patriarcale a solidement empêchée et interdit pendant des siècles et des siècles. Et il me semble que nous vivons dans une société où on peut commencer de rediscuter les rôles parentaux, la place des pères dans leur famille, etc. Et finalement, cet adjectif qui m'est venu, parce que c'est aussi quelque chose que je travaille pas mal dans mes essais. J'ai écrit un livre qui est sous-titré La bataille de l'intime, etc. Bon, mais finalement, je me suis rendu compte que voilà, il y a quelque chose que je voulais exprimer, au-delà de cette idée que l'on puisse désormais faire famille un peu autrement que selon le cadre et les normes patriarcales. Et puis alors les autres hommes, est-ce qu'il y en a quand même plusieurs, il n'y a pas que Jean. Là pour le coup, je dois l'avouer, disons qu'il ne donne pas une image hyper flatteuse. Il y a Jean, c'est le mari de Nicole, qui est la matriarche, un peu aigrie, je ne sais pas si on va en reparler. Et donc c'est un espèce de grand escogriffe un peu maladroit, qui n'est pas fichu, qui ne sait même pas ce qu'est une carte vitale, et qui fait qui suscite l'aigreur de sa femme. Et puis il y a celui qui a quitté Laurence la quinquagénaire pour une plus jeune. Et puis il y a le mari de la troisième sœur, Lucie, qui est un trentenaire, nonchalant, débonnaire, que j'ai décrit avec un petit peu d'acidité, parce que je suis assez fascinée par le différentiel quasi existentiel qui existe aujourd'hui chez les trentenaires entre les femmes et les hommes. Enfin, je l'observe dans mon quartier où il y a pas mal de petites familles. Alors, je le dis vraiment, enfin voilà, c'est plus
un peu avec humour, mais il me semble que les hommes trentenaires d'aujourd'hui ont une espèce de rapport assez nonchalant à l'existence. Ils aiment beaucoup cuisiner, boire des bières artisanales et des charcuteries locales. Ils travaillent souvent de chez eux, ils ont des métiers assez cool. Et puis, donc, du coup, physiquement, bah voilà, ils ont des barbes qui dissimulent leurs joues un peu rondes. Ils commencent déjà à avoir un petit peu de ventre. Les trentenaires femmes, elles sont à fond, elles bossent. Si jamais elles boivent des bières, elles aussi, elles se lèvent tôt le matin pour aller courir, pour en dépenser les calories. Et je sais pas, c'est quelque chose. Alors j'exagère peut-être un peu, c'est peut-être un peu caricatural, mais bon, voilà. Donc le mari de Lucie, il est comme ça, voilà. Et puis c'est tout pour les hommes. Je crois que c'est tout, effectivement, mais c'est vrai que sur ce personnage, c'était intéressant justement de parler en fait de cette. Un moment, justement, Lucie dit, voilà, il est nonchalant, il est insouciant, il a cette espèce de joie de vivre, etc. Mais il se rend pas compte qu'en fait, derrière cette insouciance, il y a Lucie, en fait, qui va gérer, en fait, qui va gérer le foyer pour qu'il ait, en fait, accès, justement, à cette légèreté, en fait, qui, elle, du coup, ce que tu disais très justement, et là, pour le coup, après, c'est sûrement en rapport avec mon âge aussi, mais que j'ai énormément reconnu dans, effectivement, comme tu disais, beaucoup d'hommes de ma tranche d'âge. Oui. Voilà, c'est toujours très agréable d'être à leur côté jusqu'à ce qu'effectivement il faille en faire beaucoup pour maintenir en fait cette bonhomie, on va dire. Voilà. Donc ça c'était un beau passage. Encore un. Et c'est vrai que pour revenir à Nicole, de mon point de vue, j'ai eu l'impression que c'était finalement le seul personnage avec cette dureté en fait. Elle est pas, c'est le seul personnage en fait qui n'est pas vraiment mis en valeur en fait. Elle a pas vraiment, on ne trouve pas d'excuses. Figure-toi qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui l'aiment bien. Ah. Et ça me petite fille peut-être. Ouais, voilà, et qu'elle touche, parce que donc Nicole, c'est une femme qui a donc élevé ses 3 filles, qui n'a pas travaillé. C'est une femme de sa génération, elle a un peu plus de 75 ans, et elle incarne pour moi toutes ces femmes qui n'ont pas pu faire autrement que de jouer un petit peu le jeu du patriarcat, c'est-à-dire elles n'ont pas eu tellement d'autres choix que de s'occuper de leurs enfants, d'être dévouée à leurs époux et à leur famille. Nicole, comme elle le dit, elle aurait bien aimé écrire des romans, mais non, elle a dû s'occuper de ses ingrates de filles. Et puis par ailleurs, Nicole était une très belle femme, et elle est dans cette espèce d'amertume d'un vieillissement que finalement est plus ravageur pour elle qu'autre chose. Ça, c'est aussi un des thèmes un peu récurrent dans mon roman, parce qu'il y a pas mal de femmes qui réfléchissent à cette question du vieillissement. Voilà. Mais néanmoins, parce que c'est important aussi, personne n'est jamais... alors donc elle est très très aigrie, elle parle de ses filles de façon très dure en effet, et puis surtout, c'est le point important, ses filles ont décidé de la tenir à distance de la petite Ève pour la préserver, ce bébé, de ce qu'elles appellent la malédiction féminine. Et ce que je mets derrière cette expression, c'est quelque chose que je pense beaucoup de femmes ont vécu, c'est-à-dire beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir des mères qui étaient en capacité de transmettre ce que j'appelle moi le féminin, alors qui n'est pas la féminité, c'est même à peu près tout l'inverse. Quand je parle de féminin, je veux dire par là que, en tant que femme, on a un rapport qui est nécessairement incarné à soi, mais aussi au monde et aux autres, parce que tout simplement, enfin voilà, vous le savez toutes, de la puberté jusque tout au long de la vie, pas une journée ne se passe sans que notre corps soit d'une façon ou d'une autre un enjeu de quelque chose. Voilà. Alors ça peut, pendant très longtemps, et parce qu'on est les héritières d'une longue histoire patriarcale, ces éléments étaient de l'ordre de la discrimination, des violences, de la souffrance, etc. On a la chance de connaître depuis une petite dizaine d'années cette fameuse bataille de l'intime, qui est ce moment où les féministes se réapproprient justement tous ces sujets corporels vécus jusque-là sous le signe de l'objectivation et de l'aliénation, pour les transformer et pouvoir vivre ces mêmes événements, une maternité, la ménopause, le rapport à l'alimentation ou à son apparence, et les vivre de façon enfin libre, sereine et joyeuse. Et donc cette question de la transmission des mères vers leurs filles, de simplement la possibilité de pouvoir avancer dans l'existence avec un rapport à soi et à son corps qui soit le plus serein possible. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que voilà, nous sommes toutes
comment dire, voilà, on subit toutes ce faisceau à la fois de dictates et de représentations négatives sur ces thématiques corporelles. Et pour les femmes de la génération de Nicole, pas toutes, parce que dans le livre, il y a aussi sa sœur, qui est un petit peu plus âgée qu'elle, qui, elle, est une ancienne militante des années 70, qui s'est... ouais. Très chouette, ce passage. Elle s'appelle Colette, elle vit dans une communauté avec des amies vieilles comme elle, comme des Baba Yaga. Elles vivent dans une petite, un petit village du Berry, quasiment en autosuffisance. Et de temps en temps, elles accueillent des groupes de toutes jeunes féministes qui veulent venir, célébrer quelques événements de leur vie, et notamment là dans le chapitre où Colette parle, elles doivent décider si elles accueillent ces jeunes femmes qui veulent célébrer leurs règles. Et Colette, elle est ravie parce que, comme elle le dit, elle pensait pas vivre 2 fois au cours de son existence une telle effervescence féministe, donc les années 70 et aujourd'hui. Puis en même temps, elle les regarde un petit peu de loin, avec un peu d'amusement. Elle dit, mais voilà, elles sont là avec leur clitoris en carton, en s'imaginant avoir tout découvert, alors que nous, déjà, bon, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans le champ féministe, qui a effectivement quelque chose, et moi je trouve ça dommageable, et c'est un petit peu pour ça que j'ai écrit ce chapitre-là. Enfin, c'est pas pour ça, mais disons que c'est ça que ça montre. Il y a quelque chose d'important qu'il faudrait essayer de réussir en termes de communication et de partage entre les générations. Mais ça marche dans les 2 sens. Hein, dire des plus âgés qui sont vraiment en mode un petit peu à la fois un peu dépités que ce soit les plus jeunes qui soient aujourd'hui dans la lumière, alors qu'elles finalement, c'était un petit moment un petit peu paroxystique, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et puis les plus jeunes sont en mode quoi ? Il y avait des féministes avant nous ? Enfin, bon. Et donc ça c'est important. Et puis donc Colette, elle dit qu'elles viennent donc lever leur cup menstruel à la pleine lune. Moi, je leur expliquerai quel soulagement ce fut de ne plus avoir de règles. Voilà. Oui, je pense que c'est un des passages effectivement en plus les plus drôles effectivement du livre, à mon sens, avec Colette. Ouais. Après, Nicole, malgré le peu d'affection, effectivement, peut-être que tout à fait personnellement j'ai pu ressentir pour elle, elle dit quand même aussi des choses importantes, des choses vraies sur la beauté passée. Ensuite, à un moment, quand elle parle effectivement des femmes, elle se dit, moi j'étais très belle, tous les hommes se retournaient sur moi, etc. C'est tellement plus difficile en fait de vieillir quand on a été considéré comme une très très belle femme. J'ai vraiment beaucoup aimé moi ce passage effectivement sur cette... Oui, et puis elle a une jolie relation à ses petites filles. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, d'observer que on peut très bien avoir une relation personnelle à sa propre mère compliquée, et puis s'apercevoir que le lien qu'elle noue avec ses petits-enfants, c'est tout à fait autre chose, et qui peut être très beau, et qui peut même, Et c'est ça peut-être qui la sauve un petit peu, c'est que ces petites filles aiment leur grand-mère et elles comprennent pas très bien pourquoi leur mère met tant de distance, pourquoi c'est si compliqué d'aller la voir, etc. Merci. Je voulais aussi, alors peut-être que c'est une question un peu plus intime, mais y a-t-il un personnage en fait que tu as préféré en fait écrire, préféré travailler, dont tu te sens peut-être soit le plus proche En fait, le chapitre que j'ai préféré écrire, parce que c'était d'une certaine façon le plus facile, c'est celui de Ève. Parce que là, pour le coup, j'avais pas de contraintes stylistiques ou littéraires, puisque les bébés ne parlent pas. Alors, c'est sans doute l'écriture qui est la plus proche de mon écriture, on va dire peut-être spontanée. Et puis par ailleurs, il y avait un truc vraiment drôle et jubilatoire d'essayer de se mettre dans la tête d'un bébé. Et donc, elle est agacée parce qu'on lui parle avec des questions stupides, toujours dédoublées, que les adultes ont cette espèce de langage qui se modifie en s'imaginant que les bébés les comprennent mieux s'ils parlent comme des idiots. Et puis, il y a cette façon dont elle est entourée de tant de précautions, notamment de la part de sa mère, puisque on l'a pas encore dit, mais c'est un bébé que Stéphanie, sa maman, a eu toute seule. Par choix, parce qu'elle a choisi de vivre seule, elle est hétéro, elle a des histoires d'amour, mais parce qu'elle est chef, parce qu'elle veut rester libre et indépendante, elle a choisi de vivre seule. Et donc, elle est allée faire ce bébé, né du désir d'amour et de la technique, par un protocole de PMA à Barcelone. Et depuis, sa mère est vis-à-vis d'elle elle a eu tellement peur de ne pas la voir, qu'elle ne s'accroche pas, bref. Et elle a cette espèce de
de positions un peu envahissantes, étouffantes. Et Ève, elle veut qu'on la fasse sauter en l'air, elle veut rire, elle veut être manipulée, voilà. Et donc ça, c'était des moments à écrire, c'était drôle. Et le fait comment dire, ça, le fait d'écrire quelque chose qui n'existe pas, ça fait disparaître à peu près toutes les représentations avec lesquelles on avance dans la vie, qui nous ont été inculquées à l'école, dans la famille, etc. Et ça ouvre un espace de liberté. Donc c'était le chapitre vraiment le plus chouette à écrire. Quant aux autres, en fait, j'ai réalisé, la première fois qu'on m'a posé la question, comme je voulais y répondre, ce qui n'est pas toujours la bonne stratégie quand on vous pose des questions, j'ai cherché, puis je me suis dit, peut-être Corinne, parce que Corinne, dans la vie, elle est enseignante-chercheur, comme moi. Bon, mais en fait, pas du tout. Dans la vie, elle est aussi célibataire, sans enfant. Bon. Et en réalité, ce que je dis maintenant, c'est que, comme je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, je suis un petit peu dans chacune d'entre elles, y compris chez celles qui sont très très loin de moi. Je pense au personnage de Kenza, qui est une des amies de Stéphanie, qui est lesbienne, qui a un cancer du sein. Et donc dont l'existence est vraiment assez loin de la mienne, mais je suis quand même quelque part avec Kenza, dans son goût immodéré pour les fruits de mer et le vin blanc par exemple, dans sa découverte d'un certain type de tatouage qui s'appelle le handpoke, bref, enfin voilà, et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis un peu disséminée ça et là, parce que en fait c'était une façon aussi de les accompagner en étant là quelque part à un moment donné de leur récit. Merci. C'est vrai qu'avec en plus le bébé Ève, elle comprend en fait qu'on la traite comme une petite chose fragile parce que elle a compris en fait qu'elle avait été vraiment désirée et que ça avait été difficile en fait pour Stéphanie aussi de la voir. Et c'est vrai que c'est un beau moment en fait d'entendre ce bébé parler et dire mais je comprends pourquoi elle se comporte comme cela avec moi parce que elle m'a voulu très très fort et c'est enfin arrivé. C'est vrai qu'on le sent tout au long du roman, le centre de la vie quand même de Stéphanie se tourne autour de Ève. C'est un très beau passage, effectivement. Sinon, je me posais la question aussi en tant que féministe, et je ne sais pas, je pense que tu aimes la littérature, que tu dois en lire au vu en fait de ce qu'on a pu lire. Je pense que tu aimes la littérature. Est-ce qu'il y a peut-être des livres que tu aimerais conseiller, sans parler forcément d'influence littéraire, mais simplement des choses que tu as lues en littérature qui t'ont plu, des romans qui t'ont un peu... Alors, j'aime énormément lire des romans. J'en lis depuis que je sais lire. Et il ne se passe pas une journée sans que j'en lise. Enfin, vraiment, c'est... mais selon les périodes de la vie, j'ai eu des démarches de lecture différentes. Je pense qu'on a toutes vécu ça. Quand j'étais jeune, je lisais de façon un petit peu, méthodique. Il fallait que je lise tous les Allemands, tous les Russes. Voilà, bon, ça c'était quand j'étais étudiante. Et puis surtout pas de littérature contemporaine, parce que c'est quoi ces livres où on passe à la ligne à chaque phrase. Je les ai finis en 20 minutes. Enfin bref. Et puis j'ai changé et je me suis surtout autorisée à être un peu bienveillante et ouverte voilà, et donc j'ai commencé à lire de la littérature contemporaine, et puis j'ai commencé aussi à me rendre compte que je lisais de plus en plus de femmes, alors pas par décision politique comme Alice Coffin, parce que voilà, mais il se trouve que il y a beaucoup de choses à lire, et puis ça peut être un critère que de se dire bon, mais c'est pas tellement ça, c'est que surtout les livres qui m'ont le plus touchée, ceux qui m'accompagnent et ceux que je relis aujourd'hui, ceux sans lesquels en fait je serais peut-être pas aussi celle que je suis, ce sont des livres écrits par les femmes. Dans mon panthéon, bon, voilà, c'est rien de très original, mais Virginia Woolf est sans doute l'autrice qui est la plus, dont je suis la plus proche, enfin en tout cas voilà, et aussi parce qu'elle a quelque chose qui m'importe beaucoup et qui est aussi une forme de, d'encouragement d'une certaine façon. Elle a écrit des essais, elle a écrit des romans, elle a écrit du théâtre, et je me suis aperçue que finalement c'était peut-être quelque chose d'inesquivable quand on réfléchissait à ce que c'est que d'être une femme, et surtout d'un point de vue incarné, quand on faisait de ces questions-là un peu le centre de sa vie. Finalement, je crois qu'il y a vraiment comme un besoin d'ouvrir au maximum les registres d'écriture et donc de réflexion aussi. On pourrait croire, j'ai même peut-être cru un moment, que mon roman, ce serait la version fictionnelle de mon essai. Et en réalité,
parce que l'écriture est créatrice, en fait, c'est bien plus que cela. Enfin, excusez-moi de le dire comme ça, de façon un peu présomptueuse, mais parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je suis parvenue à exprimer dans ce roman que je n'avais pas encore pensé. Et qui viennent nourrir globalement ma réflexion sur la condition féminine, etc. C'est-à-dire que le roman a produit ses propres idées qui ne sont pas dans mes essais, etc. Et que, en fait, il n'est pas une illustration ou comme une image qui surajoute, qu'on met au-dessus du texte, qui fait joli, mais c'est quelque chose d'autre qui participe en fait de toute ma réflexion. Et tout d'un coup, je réalise aussi que Simone de en toute modestie et toute proportion gardée, mais Simone de Beauvoir aussi écrivait des essais, des romans, du théâtre, des récits de voyage, des récits autobiographiques, etc. Monique Wittig a aussi écrit romans et essais. Et puis finalement, il y a beaucoup de féministes, de philosophes ou pas d'ailleurs, mais ont peut-être cette préconscience de ce que il y a des registres d'écriture qui permettent, et notamment par la liberté que j'évoquais tout à l'heure, qui permettent d'aller encore un peu plus loin ou d'aller un peu à côté ou ailleurs que là où on va dans l'écriture philosophique d'essai. Voilà. J'ai fait une grande digression parce que tu me demandais de donner des conseils de lecture et là, en l'occurrence, je n'ai pas beaucoup donné. Mais je peux peut-être vous parler juste de 3 romans que j'ai lus récemment qui m'ont beaucoup plu. Voilà, je peux dire ça comme ça. Oui, ouais. si ça te fait envie, sinon... Oui, non, mais parce que j'aime beaucoup conseiller des autrices. Il y a alors, je pense, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le livre de Pauline Perrade, qui est son premier roman. Pauline Perrade est une dramaturge que j'aime beaucoup. C'est une jeune femme trentenaire. On se connaît un petit peu. On avait travaillé ensemble sur un projet pédagogique avec des lycéens. Et son livre s'appelle le temps de détruire. Ne l'ayant pas lu, malheureusement. L'âge de détruire. Merci beaucoup. Et il est paru le même jour que le mien. Et quand on s'en est rendu compte toutes les deux, c'était une joie. Et puis il se trouve souvent. Alors c'est un livre très très rude, avec comme fil rouge la toxicité maternelle, mais c'est un livre que j'ai aimé. Je viens de finir Matrix de Lorraine Groff, que j'ai beaucoup aimé, sur cette anglaise abbesse au XIIe siècle, et qui transforme sa petite communauté de sœurs en une espèce d'enclave crypto-féministe où les sœurs entre elles s'aiment beaucoup, parfois même charnellement, où elles décident de devenir des copistes et elles rompent donc avec l'interdit de l'époque. Voilà, les femmes n'écrivent pas, les femmes ne pensent pas. Donc voilà, c'est un beau roman. J'ai beaucoup aimé Les Ravissements de Yann Carson, qui est paru chez Sabine Vespizer, donc une autrice irlandaise qui nous fait un peu quitter la terre. Ça, c'est quelque chose que je trouve pas assez souvent à mon goût dans la littérature française, qui est toujours très très attaché à une forme de réalisme social, voire de naturalisme social, et qui ne s'autorise que très rarement le fait quand je dis quitter terre, ça veut dire voilà, partir un petit peu sans parler forcément de réalisme magique, mais voilà, introduire des éléments. Bon, et en l'occurrence dans Les Ravissements, c'est une très belle histoire, ou une espèce d'épidémie qui décime tous les enfants d'une même classe, et puis ces enfants en fait, sauf une, et ceux qui meurent visitent tour à tour celles qui restent. Ben voilà, c'est ça que j'appelle quitter terre, c'est-à-dire faire des sortes de fantômes ou d'apparitions d'enfants qui viennent converser avec leurs camarades. Voilà, pour 3 petits conseils. Merci beaucoup. Et avant de vous laisser la parole, parce que je pense et j'espère que vous avez des questions, penses-tu réécrire un roman, réitérer cette expérience en fait de la littérature ? J'ai eu la chance et la joie un jour d'entendre mon éditrice, mais très vite, enfin le livre n'était même pas sorti, le premier, me demander si j'avais un projet ou une idée pour un deuxième. Et c'était évidemment une joie. Et en effet, j'avais une petite idée et du coup j'ai commencé à y travailler, en tout cas à réfléchir au projet. Et donc j'espère, oui, enfin je pense qu'il y aura au moins un deuxième. Ah, super, ça c'est une très belle nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Camille Froidevaux-Métry ? Non, aucune ? Si. C'est un moment difficile, c'est la première qui est la plus difficile. C'est la première. Pour moi aussi. Et ce qui se passe généralement, ah non, c'est pas le cas, mais souvent c'est un homme qui lève la main en premier.
Ah oui, puisque j'ai quelque chose que je voudrais dire. Une de mes grandes joies avec ce roman, c'est que j'ai enfin des lecteurs. Est-ce que, alors je sais pas, je pense qu'il y a quelques hommes qui ont lu mes essais, mais franchement pas beaucoup. Mais là, je m'aperçois dans les rencontres et dans les retours que j'ai j'ai des lecteurs et ça me fait très plaisir. Et voilà, et vous me coupez l'herbe sous le pied parce que c'était exactement la question que je voulais vous on poser. était connectés alors. C'est-à-dire qu'on vous connaît, enfin je pense que vous avez un public fidèle, vous êtes médiatique, vous êtes sur les réseaux sociaux, donc en tant que philosophe. Et je me demandais si justement dans votre projet de livre, vous aviez pensé à un public plus large et notamment les hommes. Donc vous voyez, c'était vraiment connecté. Ah ouais. Alors non, j'y ai pas réfléchi du tout. Et même, disons que je me suis un petit peu aussi tiré une balle dans le pied avec cette idée de ne pas les faire parler. Mais je le constate juste. Et pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est très gratifiant parce que ça veut dire, et ça c'était important pour moi, j'ai pas écrit un roman féministe. Enfin, je ne voulais pas qu'on dise que j'avais écrit un roman féministe. Parce que la littérature, c'est pas ça. La littérature, c'est, en tout cas, voilà, j'écris des essais féministes, d'accord, mais si j'écrivais un roman, c'était pas pour continuer dans ce registre-là. Alors évidemment, ça infuse. Je peux pas non plus me dissimuler derrière mon petit doigt, mais c'était pas l'objectif. Et je pense y être parvenue à pas faire un livre qui soit trop immédiatement militant ou étiquetable comme ça, féministe, parce que je l'observe parce que des hommes me lisent. Alors, je dis pas que les hommes ne lisent pas de livres féministes, mais pas beaucoup. C'est vrai que sans un militantisme manifeste, en fait, on sent voilà, que quand même ça a été écrit par quelqu'un en fait, qui connaît les femmes, qui connaît les problématiques du corps, etc. Ça, c'est très présent, mais sans forcément, effectivement, ce militantisme. Oui, d'accord. Alors, alors en fait, je trouve ou on trouve toujours les titres de mes livres tout à fait à la fin. C'est même pour moi un indicateur. C'est-à-dire que tant que j'ai pas le titre, ça veut dire que le livre n'est pas terminé. Et le jour où je trouve le titre dont je me dis que c'est vraiment le titre, ça veut dire que le livre est terminé. Enfin, c'est comme ça. Et j'ai pas toujours pu choisir mes titres parce que parfois les éditeurs tiennent, voilà. Donc pour La Révolution du féminin, c'est Pierre Nora qui me l'a un peu imposé. Moi, je voulais l'appeler L'être humaine. C'est quand même plus joli, non? Bon, non, c'était trop. Voilà, on allait croire que Gallimard avait fait une faute d'orthographe sur la couverture. Bon. Alors j'ai donné, en fait, c'est la conclusion du livre, c'est L'être humaine. Donc voilà. Après, il y a eu pareil pour le corps des femmes, la bataille de l'intime. Je voulais que ça s'appelle tout court la bataille de l'intime, et là aussi c'était bon. Et puis là, en fait, j'ai tout de suite trouvé la phrase dans le livre où se logeait, selon moi, le titre. Et la phrase était « Il fut un temps de chair pleine et douce ». C'est une phrase du chapitre sur Ève. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup les titres très longs, même s'ils sont très à la mode. Par ailleurs, j'ai un nom très long aussi. Donc, il ne fallait pas que la couverture se transforme en quatrième de couverture sur la première page. Et puis surtout, ce qui s'est passé, et ça m'arrive aussi assez souvent, mais bon, je l'accepte. Mon mari trouve souvent mes titres. Et quand on discutait du titre ensemble, et je lui dis donc, il fut un temps de chair pleine et douce. Et puis il m'a dit, je crois que pleine et douce, ça suffira. Et c'était une bonne idée. Quand j'en ai parlé à Sabine, c'était immédiat. Ce qui a produit un petit ajout, puisque j'ai réintroduit cette petite formule tout à fait à la fin. J'en dirai pas plus, parce qu'il y a quand même un petit suspense. Et il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas tout à fait attendu. Donc voilà. Mais c'est joli aussi de voir que finalement, et ça, je parle en général, hein, je dis pas spécialement que ça c'est un très bon titre, mais quand le titre produit un effet sur le livre lui-même, c'est-à-dire qu'il vient d'une certaine façon, là c'est littéralement le cas, hein, le parachever, parce que c'est vraiment tout à fait. Là on se dit que il y a quelque chose qui marche bien. C'est un très beau titre. Mais il produit, pardon, je brode, aussi un effet qui m'a un peu étonnée. C'est un livre dans lequel j'évoque, comme on l'a dit, hein, beaucoup des thématiques incarnées de la vie des femmes, donc beaucoup de choses qui sont, enfin moi, qui me paraissent des choses rudes. Hein, voilà, il y a une agression sexuelle, il y a la maladie, etc. Il y a des choses, bon. Et en fait, là aussi, ce sont les lecteurs et lectrices qui me renvoient ça.
et je me dis que le titre y est peut-être un petit peu pour quelque chose. Eh bien, cette rudesse et ces expériences vécues qui sont parfois douloureuses, il y a aussi il me semble aussi beaucoup de propos qui sont des propos de souffrance, d'amertume, de tristesse, etc. Mais quelque chose s'est produit d'un petit peu magique où tout ça apparemment un peu, il y a une sorte de petit voile de douceur qui enveloppe le tout, qui fait que finalement même des moments qui peuvent être un peu durs, un peu tranchants, finalement l'impression qui reste. Voilà. Souvent c'est ça, c'est une impression, on me dit voilà, c'est doux. Je confirme tout à fait. C'est vrai que pourtant personnellement j'ai pas une grande sensibilité forcément dans ce que je dis, mais j'ai quand même pleuré 2 fois. Et pourtant, malgré ces larmes, vraiment, j'ai trouvé que c'était solaire, en fait, comme livre. Enfin, je vais l'offrir à ma sœur, à ma mère. Oui, et on me dit souvent aussi, et Sabine, la première, et pour moi, c'était au début une sorte j'étais un peu incrédule, elle a mis l'adjectif joyeux sur le livre. Or, je ne pensais pas du tout pouvoir être joyeuse. Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la vie, mais par exemple, dans ma famille, je suis celle qui n'a aucun humour. Et il se trouve, on me dit aussi qu'il y a des petits passages qui sont assez drôles, etc. Et que là aussi, l'impression d'ensemble peut produire quelque chose d'assez joyeux. Je confirme. Tout à l'heure, vous avez évoqué un projet d'un futur essai. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, je veux bien, rapidement. Oui, alors, je suis très contente parce que là, c'est moi qui ai trouvé le titre, toute seule. C'est un essai qui ressemble beaucoup à celui sur les seins dans la démarche, c'est-à-dire à la fois des entretiens avec des femmes et puis de la réflexion. Mais c'est sur l'expérience vécue du corps en sein. Et ça va s'appeler Un si gros ventre. Voilà, et ça apparaît à l'automne. Voilà. Super, je ne savais pas non plus. Donc, merci pour cette question. J'ai une autre question sur les essais. Est-ce qu'un corps en soi va sortir un jour en proche ? Oui, c'est prévu l'année prochaine, je pense. Enfin, en tout cas, oui, c'est calé. Oui. Et Pleine et douce aussi. Déjà à l'automne ? Ah non, peut-être pas à l'automne, je sais pas. Oui, parce que je me disais, il faut demander à mon éditrice. Mais... Oui, je trouvais ça un peu rapide, effectivement. C'est ça, puis bon, c'est quand même des belles éditions, une belle manufacture, enfin, c'est un bel objet quand même, donc bon. J'arrive, je viens jusqu'à vous. Bonsoir. D'abord, il y a un grand merci. Moi, je vous ai découverte en écoutant LSD sur France Culture. Ils avaient fait un épisode sur la phénoménologie. Je me suis dit, je vais aller lire le bouquin. Et après, il y a le fil qui s'écrit un peu tout seul. On en parle avec les potes. Et on ponce le livre, surtout Un corps à soi. Puis ça se... Comment dire ? Il y a le plaisir de l'amorce en soirée, parce qu'il y a un très bel horizon de pensée. Dans la convergence des genres, des choses comme ça. Et puis c'est concret, ça se teste en fait en rencontrant des gens et en voyant de ce que l'époque a à dire de ça. Et donc ça c'est pour le merci. Et ensuite question, est-ce qu'il y a eu dans l'écriture du roman, j'ai juste lu le premier chapitre, mais est-ce qu'il y a eu dans l'écriture du roman, comment dire, un peu de ce que Cixous voulait dire quand elle écrivait il y a des fictions qui créeront des effets de féminité irréductibles. Enfin, qu'est-ce qui travaille de ça, en fait ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui travaille de ça dans l'écriture quand on est... Il y a des fictions qui créent des effets, et le mot qui de féminité irréductible. De féminité irréductible. Après, elle a cette idée que... Je ne sais pas pourquoi Cixous, elle est pas tant reprise en France, elle est beaucoup plus connue dans les pays anglo-saxons. Et que sûr. Le rire de la méduse, c'est un truc qui est quand même ouf. Il y a un vrai... Ah non. En fait, merci d'abord pour votre retour de lecture. Et donc, j'ai été un petit peu injuste tout à l'heure quand j'ai dit que je n'avais pas de lecteur de mes essais. Il y en avait au moins un dans la salle. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est ce que vous soulevez, c'est quelque chose qui a à voir avec une résistance assez forte en France, dans la pensée féministe, mais pas seulement, pour des propositions comme celle de Cixous, comme celle de Kristeva à un moment aussi donné, comme celle peut-être, alors dans un genre peut-être un peu plus... Voilà, mais je pense aussi à Antoinette Fouque, quelque chose autour... Alors je préfère dire féminin parce que
j'associe la féminité, pour moi, comme une sorte de synthèse du programme patriarcal pour les femmes. Et c'est la raison pour laquelle, quand la révolution du féminin est sortie, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le titre tout à l'heure, mais ça a produit un effet un peu de distorsion. Et comme par ailleurs, j'explorais des thématiques typiquement féminines, en l'occurrence la maternité et le souci esthétique, la réception du livre était singulièrement compliquée, c'est-à-dire que j'avais immédiatement ce soupçon d'essentialisme ou de différentialisme qui pesait sur moi, c'est-à-dire on me reprochait de vouloir réenfermer les femmes dans leur corps sexuel et maternel, alors que j'essayais de faire à peu près tout à fait l'inverse, et je suis heureuse de vous entendre évoquer cette notion de convergence des genres, parce que justement c'est une notion que je développais dans la révolution du féminin qui, à l'époque, c'était pas il y a si longtemps, mais était passé complètement inaperçu. Alors, je sais pas, en fait, j'ai toujours un peu... Il va falloir que j'apprenne à parler de façon... et à réfléchir peut-être de façon un peu plus littéraire. Donc, quand vous dites qu'est-ce qui travaille, moi, j'arrive pas, dans ma tête, j'arrive pas à saisir ce que ça peut vouloir dire. Bêtement, ça serait... c'est un peu la question du rire de la méduse, c'est qu'est-ce qui change en tant que femme quand on écrit, enfin c'est ça. Alors là, c'est posé très prosaïquement, mais. Ouais. Je disais tout à l'heure, avant que la rencontre commence, que ce que j'observe avec les rencontres autour de mon roman, c'est qu'il se produit toujours ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des questions qui me désarçonnent, auxquelles tout d'un coup Non, mais c'est très agréable parce que, au contraire des séances que je fais quand je parle de mes essais, où je suis vraiment un peu comme une locomotive, que j'ai l'impression que rien peut m'arrêter, je sais ce que j'ai à dire, je sais comment déployer, etc. Là, il y a une sorte de vacillement dans la façon dont je suis amenée à réfléchir à ma propre écriture. Je trouve ça très intéressant. Et ça me paraît intéressant de me dire, là, je réfléchis, j'arrive pas à trouver par quel chemin de pensée je peux arriver à dire quelque chose pour vous répondre. Mais ce que ça produit aussi, c'est que vous avez... vous m'avez offert cette proposition à penser. Et donc la prochaine fois, peut-être que je saurai mieux y répondre. Mais surtout, tout d'un coup, je me dis oui, alors donc peut-être que ça peut produire quelque chose, l'écriture littéraire, qui aurait à voir avec l'expérience vécue du féminin. Et puis ça me fait penser à quelque chose que j'aimerais travailler, parce que je m'aperçois que ça revient aussi souvent sur est-ce qu'il y a une philosophie au féminin, est-ce qu'il y a une écriture au féminin, est-ce que... c'est des questions, en fait, je pense, qui sont compliquées, parce que c'est des questions auxquelles, pendant longtemps, on n'avait pas le droit de répondre d'une certaine façon. Quand je dis pas le droit, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais ce sont des questions, en fait, qui n'étaient pas considérées comme faisant sens. Je pense que désormais c'est le cas, et votre intervention le montre. Donc, merci à vous de... Avec plaisir. Et juste petite, oui. Pour avoir des pistes, je sais plus où je vous ai entendu, je me demande si c'était pas à la Maison de la Poésie ou avec Annie Ernaux, et il y avait cette idée que puissance, il faudrait arriver à changer le mot. Et je veux bien des pistes. Changer le mot puissance ? Je crois qu'il y avait eu qu'il oui. fallait pas... Comme s'il était entouré de quelque chose qui ne serait pas... Oui. Ce que je sais de ce mot, c'est que je n'aime pas... j'aime pas cette rhétorique de la puissance, de l'empouvoirment et du pouvoir tout court, dont certaines femmes se saisissent comme une sorte de réponse à ce qu'elles estiment vivre et qu'elles renvoient aux hommes notamment, et que comme si l'émancipation consistait nécessairement à aller chercher sur le terrain masculin quelque chose qui serait de l'ordre de la puissance ou de l'empouvoirment. Je trouve au contraire que quand on pense la question du corps des femmes dans cette dialectique que j'explore, phénoménologique, c'est-à-dire qui tient ensemble à la fois les dimensions d'objectivation, aliénation, donc ça c'est des choses qu'on connaît bien, que bien d'autres autrices avant moi ont montré, Beauvoir au premier chef, quels sont tous ces mécanismes qui assignent les femmes à leurs fonctions, notamment sexuelles et maternelles. Mais la phénoménologie propose aussi, et notamment quand elle a une veine un peu existentialiste, de pouvoir penser ces expériences vécues corporelles comme des espaces d'émancipation, de libération, et donc comment on peut aussi repenser toutes ces dimensions incarnées dans cette perspective-là. Mais ce que je trouve
important de rajouter à cela, c'est que si on prolonge cette réflexion en disant mais qu'est-ce que la pensée féministe, qu'est-ce que la philosophie féministe apporte, j'allais dire, à la philosophie tout court ou à la réflexion tout court sur ce que sont nos existences, ben c'est quelque chose de fondamental qui a à voir avec cette idée de la vulnérabilité. C'était frappant de voir durant la crise, durant la pandémie, comment il y a eu pendant quelques mois peut-être, une espèce de grande ébullition intellectuelle autour de ces notions de vulnérabilité, de fragilité, de morbidité, etc. Et aussi toute une réflexion sur tous ces métiers du soin essentiels. Et puis c'est fascinant de voir aussi avec quelle rapidité toutes ces thématiques ont complètement disparu. Et moi, il m'a semblé qu'on avait vraiment loupé l'occasion importante de se ressaisir de la question du corps, j'allais dire en général, de la corporité, de nos conditions, de nos vies incarnées, par-delà la sexuation des corps, de la repenser au prisme de ces notions. Alors, je dis qu'on a évacué ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des autrices, il y a un très beau livre d'une collègue philosophe. Son nom va me revenir parce que sur la notion de vulnérabilité, elle s'appelle Marie Garot. C'est un livre qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a le mot vulnérabilité dans le titre, mais comment... Mais je pense que la philosophie féministe, si elle continue de se développer comme c'est le cas, ce que j'espère, est vraiment une proposition beaucoup plus globale que la seule question du corps des femmes et qu'elle nous permet de penser et d'approcher des thématiques ignorées. J'ai commencé, là je suis en train de le lire, je le lisais en venant ici, un livre qui déjà me paraît merveilleux, de Claire Richard, qui s'appelle Des mains heureuses, sous-titré Archéologie du toucher. Et donc elle creuse, et donc ça part de son expérience vécue de la maternité qu'elle a vécue pendant le confinement, et puis des dialogues aussi qu'elle a eu avec des femmes, notamment qui travaillaient dans des EHPAD, etc. Et sur l'idée de à quel point on a oublié de penser que le toucher, c'était sans doute le sens le plus important, le plus vital, celui qui, au sens propre du terme, maintenait les individus en vie, etc. Bon, ça, je pense que c'est des réflexions qui se déploient parce que nous vivons cette séquence féministe autour de la question du corps des femmes et qu'il y a des personnes comme moi et plein d'autres qui se saisissent de ces sujets et qui font advenir comme ça tout d'un coup des questions dont on se dit mais oui, c'est tellement important, comment se fait-il qu'on ne s'y soit jamais intéressé? Peut-être parce que c'était souvent des hommes qui se sont penchés sur nos existences et que dans cette perspective, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est concret peut-être aussi, c'est autant de sujets qui ne sont pas philosophiquement ou qui n'ont longtemps pas été philosophiquement légitimes. Bonsoir, merci beaucoup pour cette rencontre. Et, j'ai une question par rapport à la notion de parité, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'en parlais ou que je pointais du doigt en fait des événements où il me semblait que vraiment il y avait une disparité justement, et on me renvoyait toujours oui, oh non mais ça c'est dépassé, non moi je pense pas comme ça, voilà on fait ça comme ça. Et donc je sais pas comment réagir parce que moi j'ai l'impression que maintenant j'arrive tout le temps à voir, je me dis mais c'est pas possible. Par exemple récemment, alors je sais plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait un grand colloque de philosophie à Lyon et je regarde le programme. Et je me dis, c'est pas possible. En fait, sur 17 intervenants, il y avait 2 femmes, dont une qui n'était pas philosophe, qui faisait une espèce d'intervention artistique. Donc, j'ai envoyé un mail. Évidemment, personne ne m'a répondu. J'ai mis des choses sur Facebook. 17 hommes, 2 femmes, c'est une blague. Personne ne m'a répondu. Et j'ai l'impression qu'en fait, je suis un peu la seule à constater ça. Et même à la fac, moi, j'ai repris des études en plus en philo. Des fois, je me rends compte que les bibliographies ne sont que masculines.
L'autre fois, la prof, elle nous avait demandé, vous savez, un système là où elle nous fait répondre à des questions et puis il y a des mots qui apparaissent sur l'écran digital, le tableau digital. Et en fait, c'était quels étaient les auteurs qui étaient importants pour les élèves. Donc moi, je vais en cours, mais les élèves, ils ont 25 ans. Hein. Et quels étaient les auteurs qui étaient pour eux les plus importants, qui traitaient de la relation. Et en fait, tous les auteurs qui étaient cités par les jeunes, c'était que des hommes. Et donc j'ai fait la réflexion. Je dis à la prof, mais il n'y a que des hommes. Et les bibliographies, souvent, qu'on nous donne, c'est pratiquement que des hommes. Et là, j'ai pris un cours de... donc, c'était une option en une œuvre d'art un jour, hein, une œuvre contemporaine un jour. Et donc, sur 10 séances, on a eu 10 propositions d'artistes. Hommes. Et il y a eu 8 hommes et 2 femmes. Et les principales intervenantes étaient des femmes. Donc je suis allée voir la directrice du département et je dis, il y a un petit problème quand même. Oh mais non, cette histoire de parité, c'est bon. Non, nous on réfléchit pas comme ça. Voilà. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Je pense comme vous. Je pense comme vous. C'est fatigant, non? Oui, mais en même temps, voilà, il faut faire ce que vous faites, c'est-à-dire le remarquer, le dire, et même si vous avez l'impression de ne pas être entendu, ce que vous avez dit ou ce que vous avez écrit a été entendu, a été lu, et puis ça chemine peu à peu. Il faut juste pas laisser passer. Et puis aussi, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'autrices qui font cet effort de faire ressurgir du passé toutes les femmes qui existaient bel et bien, et je pense notamment à un roman graphique, puisque je réagis à cette idée d'artiste. Super, merci. Non, c'est juste du coup un roman graphique. Du coup, c'est Eva Kirillov qui l'a écrit, moi j'ai dessiné, et ça retrace la place des femmes dans l'histoire de l'art. Et du coup sur le rapport à l'éducation, sur comment elles ont accès à l'éducation, la chambre à soi justement, l'atelier, où est-ce qu'elles travaillent. L'essentialisme du coup qu'elles subissent, enfin voilà, du coup c'est et puis on découvre global, surtout des dizaines et des dizaines de peintres, de sculptrices, etc. Moi j'ai adoré ce livre, il est vraiment très chouette. Aussi, en même temps que je dessinais, j'avais les chapitres d'Eva qui m'arrivaient à chaque fois, c'était waouh, yes, trop bien. Donc, moi j'ai adoré. Enfin voilà. Alors rappelez le titre. Une place. Voilà, c'est ça, une place. Une place. Avec plaisir. Bon, Oui, bien. Je veux bien vous faire des petits mots, des petites signatures, si vous voulez. À la séance de dédicace, du coup, si... Merci. Merci. Le roman de Camille Froide-Vaumétry, Pleine et douce, est édité chez Sabine Vespizer. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée le 16 février 2023 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.